Et bienvenue sur le Twitter Talk Show, j'espère que vous êtes contents d'être avec nous ce soir. Nous, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de talk en raison de la trêve, donc on est super motivés pour reprendre. Donc petit talk allégé ce soir, tout simplement en 4 parties, on n'est pas non plus nombreux à faire le talk ce soir. Donc je suis avec René, salut René. Bonsoir à tous. Je suis avec John, salut John. Salut. Je suis avec FX, salut FX. Salut Julien, bonsoir tout le monde. Bon bah, on va commencer tout simplement la première partie en essayant de faire un petit avant-match Strasbourg-OM et en essayant aussi de décrypter ce qu'a pu dire Garcia lors de la conférence de presse parce qu'il a évoqué plusieurs systèmes, on va en parler ensemble. Donc n'hésitez pas à faire vos propositions dans le chat dès maintenant. En partie 2, on abordera la performance des Olympiens en sélection. Donc ils n'ont pas tous joué, mais on essaiera quand même de voir ceux qui ont joué. Et on se posera aussi des questions sur l'intérêt de sélectionner des joueurs qui ne jouent pas tout simplement. Et est-ce qu'ils ont leur place. Troisième partie, la gestion des prochaines échéances. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Strasbourg, le club portugais, j'ai oublié, c'est Victoria, je sais plus quoi, Guimarães, je crois. Ouais, tu peux dire Victoria Sport Club. Ok, et le PSG en une semaine, quoi. Donc on verra comment on peut gérer cette chose-là. Et en partie 4, on fera les questions des auditeurs, donc vos questions. N'oubliez pas de poster sur le hashtag TweetOMLive et sur le chat, on remontera les questions à la fin du talk. Ok, donc première partie tout de suite. Donc pour commencer cet avant-match, moi je vais vous poser une question toute bête, FX, pour commencer. Comment tu appréhendes ce match suite à cette trêve internationale, voilà. Comment tu l'appréhendes? Alors moi la trêve, je l'ai commencé en étant satisfait du match à Nice. J'étais pas là au dernier talk pour en parler, mais on a eu trop de réussite, trop peu de construction dans le jeu pour que je sois satisfait. Mais tout au long de la semaine, je me suis rappelé, putain, on est troisième. Quand je vois Lyon qui démarre son match ce soir, je fais ouais, mais nous, on est troisième. Donc finalement, j'ai quand même une grosse satisfaction, une fierté. Donc du coup, voilà, moi j'attends de la confirmation. Donc j'attends le match avec de la motivation, beaucoup de motivation. Et j'espère quand même beaucoup d'amélioration malgré tout. Ok, toi René, est-ce que tu penses comme un petit peu comme FX ou est-ce que tu te méfies quand même de cette équipe strasbourgeoise? Alors je me méfie de toutes les équipes de Ligue 1 qu'on va rencontrer ou qu'on a rencontrées cette saison. Néanmoins, on va, à mon sens, à Strasbourg en favori, qui est 19e du championnat de France, qui a pris 1 point sur 12 en septembre, qui souffre à la maison malgré tout. Que nous, par rapport à nos dernières sorties, je pense qu'on doit être à même de faire le minimum syndical avec la manière et prendre les 3 points. Selon le résultat de ce soir entre Lyon et Monaco, faire une très bonne opération au classement. Ouais, pareil. John, est-ce que toi tu penses aussi que déjà cette victoire pour vous elle semble essentielle, mais est-ce que tu penses que on peut pas se faire surprendre dans un match avec un faux rythme où ça marque à la 88e sur un contre improbable ou sur une erreur de la défense? Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah oui, on peut tomber dans un piège des relégués de leur première victoire depuis un petit moment. Mais après, c'est à nous de faire le jeu, à nous de montrer qu'on est là pour prendre les 3 points dès l'entrée de match et assurer rapidement la victoire par un but dès le premier quart d'heure, quoi. Une fois qu'on aura mis ce but, il n'y aura plus de soucis. Après, je pense que ça va dérouler, quoi. Ouais, bah n'hésitez pas aussi dans le chat à nous proposer votre ressenti, hein, on le lira, y a pas de souci. Donc je vous ai mis à l'écran les deux compositions probables qui me semblent logiques, donc le 4-2-3 habituel, mais vous inquiétez pas, on mettra d'autres systèmes après, et le système un petit peu spécial qu'utilise Strasbourg, puisqu'ils évoluent en 4-3-1-2, donc avec un 10, sachant que leur meilleur 10 apparemment ne sera pas là pour le match. Est-ce que toi, FX, tu penses qu'on va faire cette compo-là, sachant qu'on a deux absents de rang, à savoir Gustavo et Ocampos? Ouais, le problème c'est que les matchs s'enchaînent et plutôt bien avec des résultats favorables. Donc, et comme on attend encore de consolider et améliorer le jeu, ouais, c'est logique de débuter comme ça. Maintenant, quid du remplacement de Gustavo? Voilà, ça c'est l'énigme.
Strasbourg, je les ai vus jouer un petit peu et c'est une équipe très courageuse, maladroite, mais vraiment courageuse, déterminée, qui a beaucoup de volonté dans le jeu. Et c'est peut-être l'adversaire idéal dans ce sens-là parce que voilà, ça sera un match où il y aura forcément des ouvertures et si on est solide dans les duels, on sera forcément dangereux parce que c'est une équipe qui sort, Strasbourg étonnamment, voilà, ils vont devant réellement et ils mettent beaucoup d'engagement quoi dans leur duel. C'est assez agréable. Donc tant mieux, ça peut ouvrir. Et comme physiquement on est super solide, ouais, tout est cohérent dans la compo quoi. Alors, je vais juste, je vois Cédric qui dit dans le chat, faites gaffe à Terrier en grande forme avec les espoirs, il met 3 buts. Sur la compo, moi j'ai mis Abdenour titulaire aux côtés de Rami. René, est-ce que tu penses que c'est un match idéal pour lancer Abdenour ou c'est un peu trop tôt de le lancer? Autant laisser Rolando pour le moment, surtout que t'as pas Gustavo pour consolider tout ça. À qui t'en as à moi? Oui, bah je te parle, oui René. Non, mais ça coupe chez moi ce soir, donc j'ai pas entendu que tu t'adressais à moi. Écoute, à un moment donné, il faut qu'il se lance, Abdenour. Donc, ouais, ok, y a pas Gustavo qui sera aligné dimanche, mais au début de l'émission, ça va, on n'affronte pas non plus un ténor de la Ligue 1 avec tout le respect que j'ai pour Strasbourg. Non, je pense que voilà, il faut le lancer et puis on le lance ce week-end, c'est pas plus mal. Et j'attends aussi beaucoup de Mitroglou en pointe. Bon, il a fait une bonne sortie avec la Grèce, on en reparlera plus tard dans le talk. Par contre, je vois que tu mets NJ côté gauche. Est-ce que tu es certain qu'il jouera dimanche? Alors, ça, on va y revenir dessus rapidement, mais je vais juste prendre l'info de John. Je te donnerai mon ressenti après, on en débattra. John, toi, est-ce que tu penses que c'est idéal de lancer Abdenour maintenant, toi? Oui et non. Bah, de toute façon, du moment qu'il n'y a pas Evra et qu'il ne fasse pas des efforts plus qu'il ne devrait en faire, oui, de toute façon, il faudra bien qu'il se lance un moment ou un autre, quoi, que ce soit pas Lancer aujourd'hui. ou relancer? Oui, Relancer, hein. ouais, relancer, on peut dire. Bon, je dirais plutôt lancer, hein. Contre Monaco, c'est pas vraiment lancé, hein. C'était plutôt lancé au requin, hein. C'était Ouais, Rennes. ouais, c'était Rennes et on l'a lancé avec une catapulte avec Evra à côté, quoi. C'était Rennes, autant pour moi. Ouais. Voilà, donc non, de toute façon, il faudra bien le faire jouer un moment ou un autre. Est-ce qu'il était prêt avant la pause ou est-ce qu'il est prêt maintenant? Ça, on peut pas le savoir. Donc, bon, que ce soit aujourd'hui, que ce soit plutôt dimanche, ouais, je serais pour. Comme ça, au moins, il serait peut-être plus en forme pour dimanche prochain contre Paris, quoi. Alors, je vais juste revenir, FX, sur ce que disait... Bah vas-y, je te laisse si t'as un truc à dire là-dessus, vas-y. L'OM est en train de gagner du mental au fil des matchs. Donc justement, le mental il doit être collectif. Donc j'ai envie de dire celui qui va remplacer Gustavo et Abdenour s'il fait son entrée, voire même Costas. Voilà, j'espère que le mental est en train de se proliférer au niveau collectif. Et dans ce cas-là, ces trois-là n'auraient pas de C'est d'ailleurs problème pour à ça qu'il les s'adapter. aligne ce week-end, je pense. Alors oui, bah, j'ai pas la compo, hein, mais il y a aussi un inconnu, donc c'est celui qui prendra la place de Gustavo. Garcia était assez vague à ce niveau-là, mais il laissait quand même, je pense, plus entendre que ça serait Sanson qui pourrait démarrer pour le relancer justement. Donc Tant que c'est pas Sertic. tant que c'est pas Sertic, après Sertic était dans la conférence, donc j'ai peur aussi qu'il y ait une petite Sertic. Après, Ouais, mais comme j'ai dit aujourd'hui ou hier, Sertic, il est payé à quelque chose, il faut bien le faire parler de temps en temps, vu qu'il joue pas et quand il joue mal. À papoter un petit peu de temps en temps en conférence de presse, ma foi, ça nous fait pas trop de mal, hein. alors après, Sertic, j'en pense aussi comme vous, comme tout le monde, mais le problème, j'ai vu aussi en conférence de presse que le gars avait assumé, s'était caché derrière rien du tout et qu'il était un petit peu revanchard, donc à voir, on Est-ce verra. qu'il n'y a pas eu un message et un réflexe dans la tête de Garcia quand il l'a fait rentrer justement une fois après l'expulsion de Gustavo? Est-ce que dans sa tête à Garcia, c'est pas effectivement le remplaçant systématique par réflexe? Ouais, je sais pas. Franchement, je pense que Sanson aussi s'inclura. Je vais revenir à la proposition de René sur Clinton NG, donc vous n'êtes pas sans savoir, bon, ceux qui ne le savent pas, je vous raconte un peu l'histoire. Donc il est rentré un jour plus tard de sa sélection, laissé entendre que le garçon, ben, il faut savoir que dans le foot, ils sont beaucoup assistés, notamment avec leurs agents qui sont aux 4 petits soins, donc il a sûrement dû avoir un petit problème de papier et qu'il a pas dû prendre, voilà. Petite anecdote là-dessus, par exemple, Valbuena à l'époque ne savait pas comment envoyer un colis à plus de 20 ans. Donc c'est des mecs qui sont complètement assistés, voilà, donc c'est. Et il a laissé entendre aussi, René, que c'était surtout une sanction au niveau du salaire.
Voilà, donc tout simplement, NJ, je pense qu'il va pas pénaliser le groupe parce qu'à gauche, je vois pas grand monde. Et tout simplement, voilà, il mettra NJ à gauche. Selon moi, on verra. On aura besoin de sa percussion en tout cas, et ça sera intéressant parce que je sais pas si vous avez vu, FX, tout ça, quand on attaque, on joue en 4-2-3, mais quand on défend, on est en 4-4-2. Donc NJ pourrait se glisser sur les phases offensives ou défensives, côté de Mitroglou, et repartir très vite devant. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote. Est-ce que des membres d'entre vous connaissent bien Strasbourg ou a vu un petit peu jouer Strasbourg cette saison? Oui, moi perso, je les ai vus jouer 2 fois. C'est pas suffisant, mais au moins je les ai vus. Ouais, il y a du joueur de ballon et je pense aussi à cet attaquant, un talent raté, Idriss Saadi. Voilà, c'est comme je dis, raté, mais talent quand même. Et c'est un mec qui peut briller un soir de gala devant son public, parce que ça va être un soir de gala de toute manière pour Strasbourg. Hein. Donc attention à ces Bah, équipes aussi qu'on est capable de relancer. Et ça va voilà. jouer comme Vas-y René. ça va jouer comme des saucisses. Hein. Ouais, Moi, bonne blague, j'aimerais le bonne même blague. style de match. Oui, oui, au fait. Moi, j'aimerais le même style de match qu'Amiens. À la rigueur, pas terrible, mais qu'on gagne 2-0, normal à l'extérieur, chez un promu. Ouais, je pense que ben, c'est aussi ce genre de match qu'on doit savoir gagner, peut-être ce match piège. Toi, John, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des chances qu'on fasse ce faux pas là ou on va y arriver quoi? Ah non, non, franchement, là, il faudrait vraiment qu'on y arrive et mettre un minimum de manière contre Strasbourg. Parce que là, si tu gagnes pas maintenant, bah après, tu vas être dans le doute jeudi, sachant que ça sera sûrement les remplaçants, parce que je pense qu'il va faire tourner. Et si là, après, tu fais encore on va dire un match nul, bah là, tu arrives avec le moral à zéro pour dimanche contre le PSG. Et puis là, non, il n'y a pas, il n'y a pas à se poser de questions et faire le jeu. Et même si c'est à l'extérieur, faut qu'on ait le ballon et qu'on le fasse tourner correctement, quoi. Je Ouais, vais, je suis assez je vais d'accord. même surenchérir plus sérieusement. À mon sens, c'est quasi le plus important des 3 matchs qui viennent. Oui, Oui. je suis d'accord avec ça aussi. Hein. C'est là qu'on doit Et, prendre les points, c'est pas contre Paris. Enfin, Parce que bon, voilà, l'Europa League, on a usé notre cartouche contre Salzbourg, donc c'est clair qu'on va s'imposer. Malgré tout, en cas de faux pas, sous-entendu match nul, parce que j'ose même pas imaginer une défaite contre Guimaraes, on aura toujours la possibilité de passer après, puisque c'est en poule et il y a encore 3 matchs qui viendront après. Et Paris, bah voilà, sans vouloir jouer les victimes, bah, ça va quand même être très compliqué de faire un énorme résultat face à Paris. Faut rester un peu les pieds sur terre. ouais. Maintenant, le foot, c'est pas une science exacte. Si tu te souviens bien, Jus John et FX aussi, si vous vous souvenez bien, contre Nice, il y a beaucoup de monde qui donnait pas cher de notes. Même si la manière n'y a pas été, on a quand même fait un très beau résultat. Donc, contre Paris, on va pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, mais ça me paraît compliqué. Contre Guimarães, ça devrait passer. Donc, le match ici contre Strasbourg, qu'on ne doit pas perdre pour rester au contact du podium. Ouais. Jo- Tu prends Joli, la réponse. joli René, oui, oui. T'as bien fait de dire qu'on a fait un bon résultat, parce que pour moi, on n'a pas fait un bon match à Nice, mais on a fait un bon résultat. Maintenant, ce match, est-ce qu'il est charnière, capital? Non, charnière un petit peu, parce que voilà, nous sommes troisième, les chiffres ne mentent pas, mais je fais partie de ceux qui disent nous y sommes avec un peu de réussite. Mais Mais voilà, il on en se faut retrouve pas non plus. dans le sport. Oui, Hein. oui, Les on autres se n'en ont retrouve pas eu, hein, et ils n'ont pas. pas créé la réussite, les autres. Bien sûr, et on se retrouve pas troisième non plus par hasard. Mais voilà, donc c'est plutôt un match de confirmation, quoi. Il faut montrer que justement c'est l'OM, c'est la troisième Je place, crois, et que finalement on l'a pas volé. Donc qu'on aille le je crois prouver à que Strasbourg. psychologiquement, plus que mathématiquement et sportivement, le match de Nice, mentalement, a fait beau à l'effectif marseillais et aussi à Garcia, à mon avis. Donc, ça, c'est très, très bon. Et j'espère aussi dimanche qu'on verra, comme tu dis, tu as très bien dit. J'espère qu'on aura une confirmation de cette capacité mentale et de ce collectif qui se crée depuis quelques semaines. Bon, on va avancer, j'ai bien entendu vos arguments, on va avancer un petit peu. Donc en conférence de presse, je disais, hop, en conférence de presse, Garcia a évoqué plusieurs compositions possibles, donc je vais essayer de calculer tout ça, de faire des compos probables avec ces différents systèmes. Donc il n'a pas exclu par exemple
un retour au 4-3-3, donc le 4-3-3 classique. Donc j'ai mis Mitroglou en pointe, Payet à gauche, Thauvin à droite, Sanson, Lopez au milieu, parce il parlait aussi de les relancer, Zambo en pointe basse, Amavi, Abdeno, Rami, Sakai. Est-ce que c'est le bon moment pour retourner sur du 4-3-3 là où on a vu que ce système ne fonctionnait pas forcément pour le moment, FX? Est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, mon général, manière, ça je l'ai évoqué finalement en début de week, il faut rester comme ça parce que voilà, le mental arrive, il faut que le jeu arrive. T'es à l'extérieur, tu peux te permettre de pas être dans le 4-3-3, mais continuer sur la compo actuelle. Donc moi perso, je la jouerai avec la grosse prudence et avec les certitudes acquises ces derniers temps parce que la progression, elle est crescendo, mais elle est là. Donc il faut pas briser une progression, c'est trop risqué. Peut-être contre Guimaraes avec les coiffeurs, mais pas dimanche en tout cas. Dites-nous aussi dans le chat si vous êtes d'accord pour le 4-3-3 ou si vous êtes complètement contre, on prendra les avis. Toi René, le 4-3-3, ça te dit ou pas? Personnellement, non. Comme j'ai dit, c'est le match le plus important sur les 3 matchs qui arrivent. Et commencer à retomber dans un 4-3-3 plus hasardeux. Non. Le 4-2-3-1 fait ses preuves depuis quelques semaines. Je vois absolument pas pourquoi on changerait. Je pense même que Garcia a peut-être parlé, j'ai pas vu la conf. Garcia a sans doute parlé de plusieurs possibilités. Ouais, on va les aborder. Mais à mon avis, dans son esprit, c'est clair, il reconduira le 4-2-3-1. Il va pas jouer au con dans un match si important. Avec Zambo, tu as les moyens de le laisser vraiment être seul, faire la guerre du milieu de terrain contre Strasbourg. Et Sanson, voilà, dans les duels, il a quand même un peu de hargne et peut faire un très bon relais avec ses milieux créateurs. Donc, c'est pas un gros risque. Hein. Je vois dans le chat, il y a Zay qui nous dit pourquoi pas un retour de Lopez. Lopez collerait complètement au 4-3-3. Est-ce que toi, John, tu veux le revoir et le 4-3-3 et Lopez? Non, le 4-3, non, pas du tout. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne et qui marche bien pour l'instant? Et Lopez, non, pour moi, Lopez sera là titulaire jeudi, mais pas demain. Pas dimanche contre Strasbourg, parce que je le vois pas dans un milieu à 2, et en 10, ça sera Payet obligatoirement. Ouais, moi, pour vous donner mon avis sur le 4-3-3, c'est un jeu de très forte possession. Je pense que contre Strasbourg, on aura la possession. Ça peut être le système qui nous permettra de briser, par exemple, une défense à 11 derrière. Après, ça, c'est que mon avis. On verra plus Ils tard. joueront pas à 11 derrière Strasbourg. Ils ont du courage malgré tout. Ils sont pas très bons, mais ils ont du courage. Ouais, on verra. On va passer au prochain système. Ok, je vous affiche devant vous là, donc celui que tout le monde réclame depuis quelques temps, le 4-4-2 à plat, ce qu'on appelle, avec Mitroglou, Germain devant, ou NJ à la place de Germain, Payet à gauche, Thauvin à droite, Zambo, Sanson au milieu, ou Sertic à la place de Sanson, sachant que Zambo était confirmé et par Sertic, Zambo était confirmé titulaire, quoi qu'il arrive. Amavi, Abdeno, Rami, Sakai. Est-ce que le 4-4-2, ça vous paraît un petit peu plus sexy déjà FX? Ça a de la gueule. Le 4-4-2, comme René, ça aurait de la gueule. Le seul problème, c'est qu'il y a un hic énorme, c'est Payet-Thauvin. Tu sais que défensivement, voilà, Thauvin fera plus le taf que Payet. Voilà, plus. Alors dans ce cas-là, c'est Payet qui dégage et tu mets Ocampos à sa place. C'est le seul moyen. Suspendu. Ah mais oui, c'est vrai. Donc non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est trop dangereux. C'est sûr qu'au niveau de l'activité, c'est dommage pour Payet, mais au niveau de l'activité sur le côté, tu as intérêt de mettre un mec comme Ocampos qui compte pas ses efforts. Ouais, maintenant, pour dimanche, comme tu dis, c'est mort parce que Ocampos, il n'est pas là. et voilà, raison de plus pour te dire que dimanche, à mon sens, tu auras droit à ton désormais traditionnel 4-2-3-1. Et juste pour. Mais je vais te poser... le 4-4-2 dans cette configuration-là. Ah, on t'a perdu, René. Je suis là. Ouais. Donc juste, je vais te lancer là-dessus, John. Et pourquoi pas le 4-4-2 avec Payet dans le cœur du jeu à la place de Sanson, NJ à gauche, ce qui donnerait à peu près le même archétype que Monaco avec par exemple un Moutinho au milieu, un mec un peu plus technique, quoi. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher dans cette configuration-là? Non, ça marcherait pas parce que les deux milieux qui sont axiaux doivent obligatoirement attaquer, mais doivent être capables de faire les efforts pour redescendre. Et Payet ne le ferait pas. Donc là, ça serait plutôt un 4-4-2, mais en losange.
tu prendras moins de risques, mais là, Zambo, tu le mets pas tout seul, quoi. Exactement, Voilà. exactement. Le losange, ouais, ça, c'est logique. Voilà, ça serait logique. Alors, Quand tu compares le 4-4-2 à plat de Monaco, Moutinho est capable de se projeter vers l'avant, mais il est capable de faire un effort défensif. Il a cette qualité de faire les deux, quoi. C'est pas un alors, gros athlétique, mais voilà, quoi. Il sait défendre. Que Payet, là, ça se voit clairement qu'il a plus envie de défendre, quoi. Il fera l'effort une fois ou deux, mais voilà, quoi. Il est là pour faire le pressing, mais pas pour défendre pour lui. Ça vous choque pas quand même quand on dit ça? Moi, ça me choque chaque fois qu'on se dit Payet, il a même pas 30 balais, il veut pas faire l'effort. alors attention, c'est en porte-à-faux parce que sur ses dernières prestations, il a été au duel quand même une bonne dizaine de fois. Pour un 10, c'est quand même pas mal. Donc, Bah oui, parce que je vois pas pourquoi finalement lui ferait pas les efforts et les autres, oui, il a pas non plus Mais parce qu'il sait pas l'immunité non dont plus on les a déjà faire. parlé, quoi. Il peut avoir la volonté de faire un match avec des efforts, mais dans les duels, il va pas au mastic du tout. Donc voilà, c'est qu'il ne sait pas faire. Point. Même s'il a l'envie, il peut pas la réaliser. On a les joueurs pour le 4-4-2 en losange, on n'a pas les joueurs pour le 4-4-2 à plat. ouais. Bah, je vais vous proposer la dernière compo du coup qui a été abordée par Garcia. Donc ça serait un peu la même que Strasbourg tout simplement, parce qu'il a dit que c'était une possibilité qu'il y ait deux attaquants avec Payet en 10 derrière, donc ça donnerait soit un 4-4 de losange, soit ce 4-3-1-2 en fait, avec trois milieux de terrain pour consolider un peu derrière, faire le jeu au milieu, gagner cette bataille du milieu avec, j'ai mis Sanson à gauche, Zambo et Thauvin à droite, ce qui me paraît un peu cohérent. Payet derrière les deux attaquants que seront Mitroglou et Germain et la ligne classique de défense. Est-ce que ce système-là, en espèce de 4-4-2 un peu dénaturé, ça vous plaît? Sexy, tu nous C'est dis René? sexy, moi j'aime Parce que- bien. Parce Ouais. qu'en plus, ça obligerait pas Payet forcément à faire les efforts défensifs parce que t'as trois quand Voilà. même joueurs Et on derrière. aurait notre fameux binôme à l'avant. Et non, pour moi c'est pas mal non plus. Donc ça a été, c'est ça que tu as dit, ça a été Il a évoqué, évoqué ouais. par Garcia pendant la Ouais, ouais. course. Alors, il a Ouais. peut-être pas dit sous cette configuration-là, mais il a dit avec Payet derrière deux attaquants. Donc, voilà. Ouais, Si bah, tu, j'espère voir c'est un de ces quatre, ouais. si tu regardes la logique de ta compo, finalement, c'est limite Lopez qui viendrait à la place de Thauvin. Pour le reste, c'est pas incohérent. Et en plus, bon, Thauvin a déjà joué bas avec Marcelo Bielsa sur plusieurs matchs. Donc, c'est pas incohérent. Je valide pas, mais ça mérite une bonne réflexion quand même. Allez, John, toi, tu valides Euh, cette je, compo ou pas? je valide pas, je suis comme FX. Dans cette configuration, ouais, je verrais plus Lopez à la place de Thauvin, mais Moi, je... ça ressemble tout à du 4-4-2 en losange, donc ça ferait plus, ça fait du travail axial, donc ouais, non, ça peut être pas mal aussi. Ça peut marcher, mais je suis pas Avec ça, convaincu. tu devrais avoir un contrôle du milieu quand même. Avec ce style de compo, ça pourrait être une solution. T'as pas de Voilà. centre et t'as pas de débordement aussi. Ou alors les deux Voilà. latéraux, à ma vie et Alors, Saka, ils vont devoir vachement bosser. alors dans cette compo-là, sur les phases défensives, évidemment que Sanson et Thauvin évoluent un cran plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est sur le papier, c'est ta façon de défendre là entre guillemets. Là, tu vois devant toi ta façon de défendre et en phase offensive, tu as tes deux milieux que sont Thauvin et Sanson qui cartonneraient devant avec les dédoublements de Sakai et compagnie. Après, voilà. À voir, c'est pas bête. Moi j'aime les compos où t'as toutes les possibilités. Et actuellement, voilà, ce qu'a trouvé Garcia avec son 4-2-3-1, moi ça me va. Tu peux jouer dans l'axe, tu peux vraiment déborder facilement. C'est très équilibré et puis c'est sécurisé derrière. Donc C'est la compo la franchement, plus équilibrée, le 4-2-3-1, Et comme, effectivement. et comme oui. dit Baptiste Touta, sur cette compo-là aussi, tu aurais Germain qui pourrait décrocher notamment à droite et Payet à gauche, et puis tu te retrouverais avec un espèce de 4-3-3 remanié, quoi. Donc ça peut... Ah, mais qu'est-ce que Germain irait faire sur un côté puisqu'il est bon en pivot, il est bon Germain décroche en beaucoup. Hein. relais. Non, Germain décroche beaucoup dans sa manière de se déplacer. Il décroche beaucoup mieux de terrain et tout, mais il va très peu sur les côtés quand même. C'est pas du décrochage latéral, c'est du décrochage Oh, axial. il décroche quand même sur les côtés, il arrive à décrocher des bons centres en plus. Donc, Ouais, il obtient surtout des touches. Parce Et puis, que ouais, puis voilà. moi, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est-à-dire que dans tous les systèmes que j'ai évoqués, on jouera forcément avec un Thauvin à droite et un Sanson pas à gauche, c'est-à-dire un mec qui joue sur son faux pied. Je me pose une réelle question.
quand tu as un attaquant comme Mitroglou devant, est-ce que tu peux te permettre de jouer avec des joueurs en faux pied? C'est ça que je me dis, tu vois. Ou alors il faut énormément de permutations. Thauvin, je me pose la question. T'as pas forcément. Ça voudrait dire que Sakai, à ma vie, ont intérêt de faire de sacrés bons centres, quoi. Très bonne question. Bah ouais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Finalement, ça va se reposer sur les deux latéraux. Mais au final, Mitroglou ne peut être qu'un point de fixation vraiment pour Germain. Dans ce cas-là, Germain deviendrait l'homme fort de ce système. Et donc le salut ne viendrait pas par les centres, mais viendrait finalement en jouant dans l'axe. Mais parce que Germain trouverait les appuis de Mitroglou. Et c'est Germain qui deviendrait essentiel à ce schéma. Après, concrètement, je dis ça, et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Thauvin rentre vachement pour laisser l'espace à Sakai, justement, donc c'est pas une mauvaise chose. Mais je préfère aussi avoir des ailiers qui centrent, je sais pas, je suis de la vieille école peut-être, mais... Ah non, mais je suis d'accord avec toi, mais alors un faux pied, là, dans ce système-là, voilà, c'est pour jouer au sol, et c'est pour trouver Mitroglou au sol. Et Mitroglou a décalé pour Germain, ou jouer au sol pour Germain, qui va chercher des relais ou des 1-2, ou une bonne position de Mitroglou. Mais c'est vraiment pour jouer au sol. Et voilà, et le 4-2-3-1 dont on parle traditionnel, là c'est vraiment pour aller chercher le pivot dans la surface, donc l'athlétique qu'est Mitroglou. Alors juste, je tempère un petit peu nos propos parce qu'on met souvent Mitroglou, mais Garcia a mis quand même une réserve parce qu'il disait qu'il était encore fatigué, que ça allait lui donner la confirmation demain ou pas. Il n'a pas enterré NJ en disant qu'il n'allait pas se tirer une balle dans le pied en le mettant pas dans l'équipe. Je pense que la sanction viendra de façon administrative. On pourrait imaginer aussi un 4-4-2 avec NJ Germain devant, NJ Mitroglou devant. On pourrait imaginer des tonnes de choses. Moi personnellement, je suis pas pour sanctionner NJ. On va dire de façon à le lever du groupe, mais tout simplement à le sanctionner financièrement, ce qui est normal de perdre une journée de salaire. Voilà. Après, ça, c'est un autre débat. Bah, je suis d'accord avec toi, tu lui mets un blâme, quoi. C'est un blâme financier à ce niveau-là. Ça arrive, c'est des jeunes aussi. Terné, les le mecs. Ouais, mais attends, ça arrive. Non, mais ils ça sont doit assistés. pas arriver. Ils Attends, sont c'est tous pas un gosse, c'est pas. Des jeunes imbéciles. D'accord, mais Ils sont tous assistés. Je te tu dis, pars à Valbuena. l'étranger et tout, c'est quand même la moindre des choses d'avoir tes documents d'identité. Attends. Bah, tu cites l'anecdote de Valbuena, mais je la déconner. connais très bien parce que je connais Christophe Hutto. Et voilà, il appelait son agent, Christophe Hutto, pour savoir s'il devait composter son billet de train, Valbuena quand même. Non, mais C'est c'est ça. des Mongoliens alors. Hein. Attends. Mais tous, souviens-toi de Aaron Leia-Izeka qui s'était loupé, il était allé à l'aéroport, je sais plus quoi. Mais des histoires comme ça, t'en auras des dizaines. T'as des joueurs. Voilà. René, les mecs sortent à peine de leur rue et de leur école, on va dire du lycée, ils sont placés dans le cocon football. Même Ouais, s'ils vont faire d'accord, un mais ils sont pas tous sport-études. comme ça quand même. Mais Bah, Tu vois non, qu'il y a quand mais même certains mais joueurs ça de foot arrive. qui sont un peu mais plus c'est pas de évolués que leur d'autres. faute. Hein. C'est Comme pas de des leur gars faute, là-bas c'est qui le sont. système. Hein. Non, mais non, ouais, d'accord, mais attends, à la base, c'est quand même des gars qui sont pas non plus hein, quand on a distribué les cerveaux à l'école, ils étaient pas présents ce jour-là. Hein. Donc, Valère Germain, quand tu le vois, il a quand même l'air un peu plus évolué. Lui, il va pas téléphoner Mais c'est comme à son partout, papa pour René. Je vais demander pas s'il doit t'expliquer composer son billet. Hein. comment est le monde. Je vais pas t'expliquer. T'as des gens intelligents et moins intelligents. C'est des jeunes qui Ça ont va, été le mec, souvent il est parti arrachés à en leur sélection, famille il a très oublié ses jeune pour aller papiers, dans des centres de formation. on lui met 50 000 balles dans la gueule et puis c'est tout. Non, moi, il n'y a pas de conneries. Ouais, Mais bah, c'est un système où les joueurs sont assistés et on les conforte dans le cocon foot. Donc du coup, ils ont aussi Ça un va être beau problème quand ils auront fait leur avec carrière, ces l'extérieur. mecs-là. Hein. Ah mais bien sûr, et c'est là où les conseillers font limite plus d'argent qu'eux, parce que eux ne savent pas refaire une reconversion. Mais si tant pis. t'écoutes, non mais si t'écoutes les agents, ils te disent tous que leurs joueurs c'est des bébés en vrai. Ils les appellent pour tout et n'importe quoi. Ils sont obligés de faire la plupart du temps du social avec leurs joueurs de foot. Et ils sont sortis très tôt du chemin traditionnel. On leur donne énormément d'argent et quand on leur demande de faire une tâche simple, ils savent pas faire. C'est comme ça. Hein. Mais bon. On va passer sur ce débat-là, je pense. Et on va passer à la partie 2. Tout simplement, on va se poser la question des performances des Olympiens en sélection. Alors, certains ont pu voir certains des matchs. Moi, j'ai regardé la Grèce. Certains ont regardé la France. Le Japon, je pense pas qu'il y ait énormément de gens. Simplement pour vous signaler que Kostas Mitroglou, pour ceux qui ne le savaient encore pas, a joué quasiment 2 fois 90 minutes. Et il est sorti 2 fois 2 minutes avant, sachant qu'il y avait une consigne quand même que Garcia ne voulait pas le faire jouer pendant 90 minutes, que le sélectionneur de la Grèce, ça, un petit info du Phocéen, hein, je la sors pas de mon chapeau, que le sélectionneur aurait demandé à sortir avant, et le joueur n'a pas voulu sortir tout simplement. Voilà, donc c'est un joueur qui a de la niaque pour 3 buts.
Déjà, on va parler de Costas dans un premier lieu. Ceux qui ont vu ses buts, qui ont un petit peu vu la Grèce, qu'est-ce que vous en avez pensé, toi, FX qu'est-ce que tu penses de Costas? Ouais, sa mentalité, elle n'est plus à prouver. Hein. C'est vraiment un mec qui a le fighting spirit en lui. Tant mieux pour nous d'ailleurs, parce que je pense que ça va faire mouche avec le public olympien. Malheureusement, les matchs internationaux, j'ai pas pu vraiment les voir. J'étais occupé toute la semaine, hormis les les 2 purges de l'équipe de France, où aucun olympien a pu briller. Voilà, je peux pas me permettre de parler, ça serait malhonnête intellectuellement de ma part. Et tout simplement, est-ce que à part moi, il y a quelqu'un qui a vu la Grèce? Moi, j'ai juste vu Non. le but de Mitroglou quand il fait son petit geste technique, et Bon. ce qui me fait dire qu'en plus d'être un solide buteur, il est pas maladroit avec ses 2 pieds. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu alors. Donc moi, pour avoir vu le premier match et un petit peu du deuxième, tout simplement Costas, c'est alors très grosse comparaison, attention, c'est du Gomis, je trouve en plus technique. Voilà, tout simplement, c'est un vrai point d'appui. C'est quelqu'un qui a le sens du but. C'est pas forcément un joueur qui va participer à la construction du jeu. Il va rester bien devant, il va récupérer des ballons très hauts. Ça lui arrive aussi. Il n'est pas avare de course, tout simplement. Alors un peu de manque de lucidité parfois devant le but, dans le sens où il voit pas ses coéquipiers. Donc un vrai instinct de tueur, quoi. C'est un peu le tunnel vision. À voir par l'avenir s'il arrive à corriger un petit peu ça. Mais on va dire que de ce que j'ai vu, il est toujours bien placé là où il faut. Il arrive, malgré qu'il soit bien qu'il soit très grand, pardon, petite faute de français, il arrive à se démarquer assez facilement de son défenseur. Et pourtant, c'est une belle bête, quoi. Donc, à voir. Moi, je suis très content de ses rentrées. Et voilà, il a les 2 pieds, mais tire de préférence du gauche, j'ai l'impression. Donc pour ceux maintenant qui auraient vu la France jouer, on y reviendra en dernier, la France, parce que c'est un cas particulier. Je vais juste vous préciser, Hiroki Sakai a fait un seul match parce qu'il y avait des consignes de le laisser reposer pour une passe D. Hiroki Sakai, petit avis sur lui, encore un peu d'éloge, FX. Pareil, je l'ai pas vu jouer, mais je suis super satisfait. Il a fait une passe décisive, manifestement. Donc, c'est super. Ça confirme son retour en forme. Tant mieux. C'est le joueur, c'est le professionnel. J'ai une question tout simple à te poser, FX. Toi, l'an prochain, dans un monde où on se qualifie même pour les barrages allés de la Champions League, on accrocherait donc la 3ème place. Est-ce que un Sakai, tu le laisserais titulaire? Non, je vais pas dire joker, je vais te répondre non, parce que le haut niveau nécessite aussi une qualité irréprochable de passe et de centre, et il a un petit bug à ce niveau-là. Et tu penses pas qu'il peut s'améliorer là-dessus? Si on a un effectif qui lui s'améliore, l'effectif, tu commencerais à sentir qu'il est un cran au-dessus. C'est la logique de la progression et du haut niveau. Je pense que voilà, il a une barrière. La barrière, c'est un OM en reconstruction et aider l'OM. Après, un OM de confirmation, normalement, il est censé s'arrêter à ce niveau-là, normalement. Ouais, toi René, je crois que tu veux répondre à ça. Je crois surtout que ça dépendra un marché du latéral droit, parce que c'est un marché en général au niveau des latéraux qui est un peu compliqué. Surtout les gauches. Ouais. Dépendra aussi ça dépendra aussi de la manne financière qui sera disponible, et ça c'est quand même la grande inconnue. Donc moi, si l'année prochaine on me dit Sakai titulaire à droite, une place en Ligue des Champions, je crie pas au scandale. Maintenant, il a quel âge 27. Sakai, 27. Donc s'améliorer, ça risque d'être un peu compliqué, surtout avec mon Garça, on l'a déjà dit et redit, c'est pas un entraîneur qui fait se sublimer les joueurs. Donc là, j'ai quelques craintes à ce niveau-là. Donc si on attend de l'amélioration, je pense pas. Mais en tout cas, ce serait pas scandaleux si Sakai continue l'année prochaine sur sa lancée de cette année, sous réserve du marché et de ce que Monsieur Hérault acceptera de bien vouloir débourser. Ouais, toi John, est-ce que tu as rajouté quelque chose sur Sakai ou pas du tout? Non, je le vois pas. Je vais te lancer sur le prochain match. Donc ils ont fait qu'un match parce qu'ils étaient déjà éliminés. Donc c'est le Cameroun de Zambo et de Clinton. C'est Cameroun ça? Moi je me trompe pas, je confonds. Ouais. Donc 90 minutes et 87 minutes pour un but de Clinton NG, un vrai but de ce qu'il sait faire, quoi, c'est-à-dire prendre les ballons
dans la profondeur, puisque c'était à la suite d'une balle perdue, et marqué de l'extérieur du pied, c'est ça spécial, voilà, très, très gros sang-froid devant le but. J'ai surtout vu, moi, dans la conférence de presse, que Sertic et Garcia semblaient installer complètement Zambo Anguissa dans ce milieu de terrain. Est-ce que tu penses qu'on peut tenir toute cette année avec Zambo titulaire? Est-ce que tu penses qu'il nous faut absolument quelqu'un cet hiver, John? Tu veux dire titulaire aux côtés De Gustavo, ouais. de Gustavo? Pour moi, oui, clairement. Pour moi, ça me va complètement jusqu'à cet hiver, jusqu'à la fin de l'année. Il fait des matchs solides. Il a encore du déchet au niveau de la passe, mais dans l'envie, pour moi, ça suffit pour la Ligue 1 et pour l'Europa League, quoi. Ouais. Mais voilà, J'ai quoi. juste attiré l'attention parce que j'ai entendu partout que Gustavo c'était ton leader de défense, que c'est lui qui allait le plus au duel. C'est entièrement faux puisque c'est Zambo qui a fait le double, voire parfois le triple de duel de Gustavo. Donc au niveau on va dire de la densité au milieu, Zambo au milieu de terrain en 6, moi je valide totalement. Voilà, c'est une belle progression et je pense que c'est un joueur qu'on revendra plutôt cher en Angleterre parce que c'est un profil anglais. J'aime beaucoup ce joueur dans son profil. Toi, Clinton NJ, FX, est-ce que tu t'attends à le voir titulaire plus de fois cette saison? Ou est-ce que tu penses que ça reste un super sub, sachant que c'est ton meilleur buteur actuellement? Voilà, tu viens de m'exciter à parler de Zambo, parce qu'en fait, j'ai envie de revenir dessus. Ah bah vas-y. Zambo me rappelle un peu John Obi Mikel, un petit peu dans le style. Donc Ouais. Pour parler du profil anglais, ensuite, il est jeune, il a une marge de progression qui est évidente. Il est en train de franchir des paliers progressifs. Donc forcément, sur une saison, ça peut le faire. Et là, je suis obligé de faire un comparatif, pas forcément poste pour poste, mais de Charles Caboret qui est arrivé de Libourne et voilà, qui a fait une première saison assez bluffante. Et au final, on est champion de France avec un Charles Caboret titulaire à partir de la trêve. Faut pas oublier, Charles Caboret est devenu indéboulonnable et a contribué au titre, grandement au titre. Il a rendu Lucho meilleur. Donc, moi je trouve quand même que c'est supérieur à Caboret, Zambo. Je le pense, et je le pense en plus, tu vois. Donc tout ça pour dire qu'il y a des mecs qui peuvent venir de nulle part et avoir une progression presque fulgurante. Après la carte Caboret, après l'OM, je m'en fous complètement. Il a fait 3 saisons à l'OM de haut niveau et je pense que Zambo finalement peut suivre ce genre de voie. Donc forcément, ouais, il faut miser sur Zambo. La marge de progression, elle est énorme. Et ouais, moi, j'attends beaucoup de lui parce que j'ai toujours cru en lui. Beaucoup peuvent en témoigner. Donc voilà. Après, pour NJ, c'est compliqué, mais on a une saison compliquée avec beaucoup de matchs et peu importe, finalement, on commence à avoir un effectif assez large. Donc c'est que du bonus. Comme je dis, on commence à avoir un problème de riche et il faut jouir de ça. Donc voilà, remplaçant ou titulaire, je suis content qu'il soit dans l'effectif. Ouais, je vais juste finir sur Zambo et NJ. En rappelant une petite anecdote que vous avez peut-être oubliée. Zambo, à l'époque où on était dans la merde, c'est-à-dire je crois que c'était la saison dernière ou peut-être la saison d'avant, avait refusé de partir en sélection pour justement jouer à l'OM. Il a su saisir sa chance et je loue l'état d'esprit parce que derrière le sélectionneur il s'est expliqué que lui il n'y avait pas eu de problème, mais c'est un vrai guerrier et un vrai homme de club et j'apprécie sa mentalité en tout cas. On va passer très brièvement sur les deux petits binots qui sont partis en U21 U19. Donc Maxime Lopez qui a eu que 20 minutes de jeu, qui a fait des bouts de match assez sérieux, j'ai pas vu, hein, mais voilà. Et Boubacar Kamara qui a joué les 2 matchs 180 minutes en défense centrale pour 2 victoires. Assez intéressant, Kamara qui a pu jouer encore une fois, prendre du temps de jeu. Voilà, on va pas forcément s'étendre sur Camara parce qu'on sait tous qu'il va jouer, je pense, cette année en Europa League et peut-être 2-3 petits matchs par là. Mais très intéressant parce que moi je préférais juste un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, je veux vous demander votre avis, qu'en sélection il joue en 6 pour l'habituer au poste. Après, René par exemple, est-ce que toi tu penses comme moi ou pas? Oui, et je suis d'ailleurs même un peu déçu qu'on s'achemine pas vers sa titularisation dimanche. J'aurais bien aimé le voir dimanche ou alors au pire jeudi. C'est pas Maintenant, c'est impossible. vrai que s'il a joué 180 minutes avec les 19, faut voir l'état de fraîcheur. Mais bon, il est jeune, il récupère vite. Un gros moteur, donc ça, je m'inquiète pas trop. Puis bon, s'il a joué 180 minutes avec les 19, c'est que quand même,
il est un pion essentiel de l'équipe. Je pense que persévérer à le mettre en 6, c'est pas mal du tout. J'avais à un moment donné évoqué le fait qu'à la base c'était un défenseur central. Maintenant, en central, pour le moment du moins, on n'a plus trop de problèmes. Pas le crier trop fort parce que il y a un match un peu spécial qui arrive dans une semaine. Mais non, je crois que je dis quand même à l'œuvre. Parce que j'avais bien aimé sa sortie la fois passée. Ouais, Mon problème de riche se répercute aussi ici. Finalement, on a deux jeunes à fort moyen de progression. Et comme par hasard, Camara doit se faire sa place au moment où Zambo est peut-être en train d'exploser. Donc, j'ai envie de dire pas de chance pour l'un ou pas de chance pour l'autre. Mais en tout cas, tant il a mieux encore pour le club. temps, Camara. Il a encore le temps. C'est ça l'avantage, c'est que Zambo Tiens, commence à avoir 21. Julien, avant que j'oublie, Oui, Julien, oui, dis-moi. est-ce qu'on a des nouvelles au niveau de Rochia et sa prolongation de contrat, sa signature? Il y a quelques Ni semaines, Rokia, c'était un peu imminent et finalement, on ni Rokia ni Sarri n'entend n'ont plus pour parler de l'instant rien, quoi. signé. Et je crois savoir que. Bon, après, on m'a dit que Sarri était rentré, mais bon, pour 1 minute. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que Garcia soit enclin à intégrer 2 jeunes de plus dans l'effectif, sachant que tu as Lopez qui est un peu en perdition, tu as Camara qui pousse à la porte. Ce serait un peu dangereux d'inclure 2 jeunes de plus, surtout qu'ils n'ont pas encore signé. Voilà, c'est peut-être, comme je le disais il y a quelques temps, la jurisprudence Camara et les 1 million de primes qui bloquent un peu le contrat. Je sais pas. Ou peut-être qu'ils Ouais, à entrevoient voir pas dans le les fait. prochaines semaines, quoi. Le problème, c'est que t'as Evra et Amavi sur le côté gauche, donc peut-être Mais le petit Evra, l'année Roca. prochaine, c'est fini, donc il y aura plus qu'à ma vie. Ouais, mais tu sais, les jeunes, ils voient peut-être pas ça comme ça, ils veulent du temps de jeu dès cette saison. Enfin, c'est compliqué. Enfin, voilà. On va juste passer pour aller un petit On peu plus verra. vite sur le sujet qui est un peu plus dramatique, donc l'équipe de France. Payet qui a joué seulement 25 minutes, le reste qui n'est pas rentré. Donc Mandanda, on s'y attend, qui rentre pas parce que c'est Lloris est indéboulonnable. Adil Rami, il est venu en complément, on s'attendait pas forcément. Il était rappelé suite à une blessure, donc on s'attendait pas à le voir. Par contre, Amavi, qui avait peut-être une opportunité, et Florian Thauvin qui sont appelés, encore une fois, Florian Thauvin pour rien. Est-ce que ça vous inquiète de voir partir ces joueurs en sélection, de pas les voir jouer? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça joue sur leur morale fixe? Moi, ça m'inquiète pour Akian, parce que quand il va voir que Thauvin est encore parti en équipe de France et qu'il n'a pas joué, j'ai peur qu'il nous il est fasse pas une là, durite. donc. C'est peut-être ça, justement. Il a peut-être fait ses valises et parti en Papouasie parce qu'il supporte plus ça. Mais non, plus sérieusement, déjà, ils sont appelés nos joueurs, d'accord? Et puis, c'est pas n'importe qui les appelle, ça reste Didier Deschamps. Que l'équipe de France soit sexy ou non, ça reste Didier Deschamps, c'est un vrai bon coach. Donc, si ce coach-là fait appel à nos joueurs, qui plus est 5 joueurs, ça confirme tout ce que je dis avec la montée aussi de la qualité de notre effectif, qui devient un problème de riche toujours et encore. Et maintenant, c'est 5 joueurs capables de dépanner l'équipe de France. Donc, c'est que notre effectif progresse. Donc, c'est vrai, parce qu'il y a 2 saisons ou une saison, il n'y avait pas un Olympien, faut se le rappeler. Voilà, il faut s'en satisfaire, honnêtement. Même s'ils ont que des rôles de remplaçants, au moins c'est des remplaçants de chez nous. Merci. Toi, John, est-ce que tu penses pas que ça peut les démotiver, ou est-ce que tu penses que justement ils sont là pour taper à la porte, avoir une place de titulaire et remuer un petit peu l'équipe première qui, on l'a vu, a pas un jeu flamboyant, quoi? De toute façon, ils sont là. Je veux pas être méchant, mais Adil Rami et Amavi ont été appelés parce que les autres étaient blessés. Donc je pense, à mon avis, on les reverra pas un petit s'il n'y a pas de blessure. Après, pour Thauvin, apparemment, il a l'air de s'éclater avec son pote Mbappé, donc on voit pas faire la tronche. C'est peut-être pour ça qu'il est sélectionné Thauvin. Peut-être aussi, hein. Mais on ne le voit pas faire la tronche, etc. Pour eux, je pense que c'est que du bonus, etc. Et on va dire qu'il n'est pas, il est pas titulaire et ça pose pas de problème, on va dire. C'est pas. C'est censé Voilà. de leur donner de la confiance, en plus, parce que c'est de la récompense au mental et à la progression qu'ils sont tous en train de faire. Ouais. Donc, Ouais. Je préfère il y a une suite logique. Je préfère le voir appelé parce qu'il a des bonnes performances. Bon, il joue pas, mais devant, tu as quand même du niveau. Qu'il fait des performances, etc. Et il n'est pas appelé. Le gars va commencer à ronchonner et se dire, voilà, quoi. C'est plus dans ce côté-là que je vois la chose, quoi.
Et petite question un peu qui tue, ok pour Amavi, Thauvin, tout ça, Adil Rami, Mandanda. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est le cas Dimitri Payet qui semble avoir complètement perdu sa place et qui est même barré à gauche parce qu'on a dans un 4-3-3 comme joue Deschamps, on a Griezmann, Lemar à gauche qui sont pour moi meilleurs. Même Lemar, hein, pour ceux qui en doutent, Ah, t'as Lemar des c'est mecs très plus jeunes qui supérieur. arrivent, c'est dans l'ordre des choses, hein, Julien? Ouais, mais est-ce que dans la tête de Payet, ça lui travaille pas un petit peu quand même? C'est Je ça crois que je me Bah, dis. pas, personnellement, je crois pas. Et au contraire, il va se battre. Si c'est un vrai compétiteur, ce que je doute, il va se battre jusque la sélection définitive de Deschamps pour jouer quelque chose, avoir sa place, voire être. Mais non, je crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, ça le fasse gamberger. Et je crois qu'aucun des 5 joueurs qui ont été appelés ne gamberge. Au contraire, appelé en équipe de France, comme l'a dit FX, tu es appelé en équipe de France, tu es dans le groupe, tu es sur le banc parce que bah ouais, les mecs qui sont sur le terrain, bah, c'est des pointures, limite, je vais dire, c'est des pointures mondiales. Donc il n'y a aucun déshonneur à être sur le banc de l'équipe de France à l'heure actuelle. Donc, et la remarque est valable pour qui je vois pas du tout le problème. Ouais, vas-y, FX, je crois que tu voulais rajouter quelque chose avant que René parle. Bah oui, c'est triste parce qu'en fait, bah, j'ai eu le temps d'oublier. C'était une remarque par rapport à Dimitri Payet. Bon, aussi qu'il a un petit problème de mental. Et après, moi, je pense que son point le plus haut qu'il a atteint avec l'équipe de France, c'est cet Euro 2016, où il n'a pas brillé non plus finalement dans les grosses affiches. Mais voilà, mais il est aussi un petit peu en train de louper son capitanat, je trouve, à l'OM. Malgré tout, je pense pas qu'il soit vraiment le capitaine qu'il nous faut. Et en plus de ça, quand on voit la fameuse gueulante qui avait été poussée après je ne sais plus quel match, il paraît que c'était celle de Mandanda. En fin de compte, ça avait fait. Il y a eu des retours dans la presse comme quoi Mandanda, en fait, il était impressionnant dans ce rôle-là et dans sa sérénité de vestiaire. Et Payet, il a un petit mental, mais bon, voilà, j'espère que ça l'affecte pas sa situation en équipe de France. Mais il faut le voir aussi comme du bonus parce que ça reste quand même un joueur fiable de la sélection parce qu'il y est maintenant depuis 2-3 ans quoi, quand il est pas blessé. Je vais rebondir sur un petit peu sur ce que tu viens de dire. Premièrement, est-ce que tu verrais pas plus Rami comme un capitaine? Moi, je le vois largement plus, par exemple. Carrément. Ça, c'est bon, bah, ça, on est d'accord là-dessus. Deuxièmement, est-ce que, au final, en ayant basé, même les dirigeants s'en rendent peut-être un petit peu compte, est-ce que Payet on dit il va retrouver son niveau, il va retrouver son niveau, mais est-ce que justement son niveau il n'a pas atteint son summum à, en Angleterre, et est-ce que là il est pas sur la pente descendante? C'est possible. Honnêtement, j'y crois. Comme il n'a pas un énorme volume physique, honnêtement, c'est tout à fait possible. Voilà, puis bon bah pour clôturer cette partie, moi j'ai envie de, t'as fait une très bonne remarque en parlant du mental de Payet, mais ça commence à faire beaucoup avec Thauvin qui a un petit mental aussi quand il voit qu'on commence à perdre, il commence à jouer des solistes. Payet qui a un petit mental aussi dans certains moments. Heureusement, je me rends compte, hein, mea culpa d'ailleurs à Gunther, mais heureusement qu'on a des mecs comme Ocampos, comme Gustavo qui ont une hargne formidable, même Rami pour tirer cette équipe vers le haut. Rajoute à ma vie aussi. Hein. Et Amavi et Sakai, enfin tous ces mecs-là qui ont. Et Mitroglou, je le vois bien aussi dans ce style-là, tu vois, dans le mec qui lèche jamais et qui Ah va. bah tu le vois pas dans ce style-là, c'est son style, il est connu pour ça, c'est un grinta, c'est un mec à la fièvre complètement. Ça, c'est une certitude, c'est son truc numéro 1 la grinta. Hein. Tiens, il y a Gunther qui est content dans le chat, ouais. Et John, tout ce qu'on a dit, toi John, est-ce que t'es plutôt d'accord avec ça? Ouais, je suis plutôt d'accord, mais moi personnellement, Payet, je le vois certes, on voit clairement qu'il est dans le dur, qu'il il n'est pas encore décisif, mais il fait quand même les efforts, je trouve, pour, alors peut-être pas pour défendre, parce que maintenant qu'il est positionné en 10, il a pu à défendre, on va dire, mais il fait quand même le pressing, on voit qu'il court, etc. Je pense qu'il a quand même un bon mental dans l'ensemble. Thauvin a plus, il se disperse plutôt facilement. Mais pour moi, Payet, non, il a le mental, peut-être pas pour être un gros capitaine, mais il a le mental de champion, quoi. Est-ce que je peux vous poser une question à tous les trois? Vas-y. René, je crois qu'il est pas là parce qu'il est aux toilettes, mais vas-y. Super le détail. Par rapport au début de saison de Thauvin, qui est dans le jeu un mauvais début de saison, mais qui est au niveau des statistiques un très bon début de saison, et un Payet pas loin du quelconque. Est-ce que Thauvin finalement n'est pas meilleur? Est-ce que c'est pas l'homme Bah, providentiel de Marseille?
Ce qu'il y a avec Thauvin, c'est qu'on joue plutôt du côté droite, quoi qu'il arrive, donc il va toucher énormément de ballons, il va en perdre énormément, mais il arrive toujours à se sortir de cette situation par un geste de génie, un seul dans le match, et ça peut parfois suffire. Mais le jour où on va commencer à contrebalancer le jeu plutôt côté gauche aussi, parce qu'avec l'apport d'Amavi et compagnie, j'ai bien peur qu'on se rende compte que Thauvin a quand même pas mal de lacunes, là où un Payet, même s'il n'est pas décisif au possible, il est quand même là sur l'avant-dernière passe. Bah, je suis d'accord avec Julien. Moi, je pense que Payet, tu en auras toujours besoin pour donner cette fluidité dans le jeu, récupérer le ballon, la redonner correctement. Voilà. Même s'il n'est pas là dans la dernière passe, le but, t'en as besoin pour ce rôle d'avant. Et il faut pas oublier une chose, c'est le jour où tu vas plus avoir Sakai derrière Thauvin, tu as intérêt à avoir un mec qui combine, parce que Sakai, enfin il faut pas oublier une chose, c'est que Thauvin explose depuis que Sakai est à l'OM, on va pas se le cacher. On minimise beaucoup le jeu de Sakai, moi j'adore Sakai parce qu'il arrive à bonifier tout son côté au final. Donc FX, toi je sais pas si tu voulais répondre à ta propre question, voir ce que t'en penses aussi. Non, oui, tu marques un point. C'est vrai que Sakai a fait progresser énormément Thauvin. Mais moi, les mecs décisifs, statistiquement, de manière, l'exemple ultime de ça, c'est Yuri Djorkaeff. J'ai jamais su vraiment si sur le terrain il était vraiment bon ou exceptionnel. Mais putain, il était tellement important ce mec-là. Il était tellement décisif. Et moi, Thauvin, franchement, il se rapproche d'un Djorkaeff, pas dans le style, hein, on est d'accord. Mais dans le fait est que même dans un match compliqué, finalement, le salut peut venir de lui sur une seule action. Donc, Thauvin, moi j'ai du mal à me dispenser des joueurs providentiels. Et j'emploie pas le terme talentueux, mais bien providentiel. Donc, ouais, c'est vachement dur, hein. Le cas Thauvin, il est compliqué. Bon bah on a un petit peu débordé de cette partie, donc on va passer tout de suite à la partie 3. À savoir la gestion des prochaines échéances. Donc vous n'êtes pas sans savoir que on a 3 matchs, voire un peu plus avec Lille après, mais on a 3 matchs qui vont annoncer un premier tournant, je pense, dans les résultats qui vont compter pour la fin. J'ai mis à l'écran tout l'effectif disponible de l'OM. Je vais te lancer là-dessus. René, t'es là déjà, premièrement? Est-ce que t'es Oui. là? Oui, voilà. Donc je vais te lancer là-dessus. Comment tu penses qu'on doit gérer ces 3 matchs-là? À quel moment tu penses qu'on va devoir titulariser l'équipe type entre guillemets, et où est-ce que tu voudrais voir tourner, et surtout est-ce que tu as des joueurs que tu voudrais voir un peu plus sur le terrain? Bah, pour moi, c'est assez simple. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, le match le plus important étant dimanche, parce que dimanche, on doit aligner ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle avec un 4-2-3-1. Jeudi, contre Guimaraes, je suis d'avis de faire tourner l'effectif. Le faire tourner peut-être pas autant que ce qu'on a fait à Salzbourg, ça nous a quand même coûté cher. Maintenant, ça, je ne sais pas te dire qui mettre quand. Là où j'ai un problème, c'est contre Paris, dans le sens où je me dis d'un côté, et tu auras beau mettre l'équipe que tu veux en face, ça va être du solide, ça va être dur de faire quelque chose. En même temps, c'est un match gala, c'est le classico, tu joues à la maison, le stade va être rempli, ou quasi du moins. Donc tu peux pas non plus te permettre de faire tourner un effet, vu ce que ça a donné contre Monaco. Donc c'est voilà, et je pense que dans l'esprit de Garcia, les choses sont claires pour dimanche, les choses sont un peu plus claires aussi pour jeudi. Par contre, pour dimanche, il faudra voir, parce que bon, tu auras eu 2 matchs dans les jambes aussi, il faudra voir comment on aura digéré ça. Mais toujours est-il que tu permettes de faire tourner contre Paris, même si la tentation y est de te dire, bah, de toute façon, c'est un match qui va se solder par un nul, par une défaite. J'espère une victoire, évidemment, mais ça va être compliqué, il faut s'en rendre compte. Mais voilà, tu peux pas déjouer ce match-là, en tout cas sur le 11 de départ. Voilà, moi c'est surtout pour dimanche prochain, enfin le week-end prochain que j'ai un doute. Même, je vais poser la même question à FX dans l'ensemble, mais est-ce que tu penses pas aussi que Guimaraes c'est un peu le match clé pour relancer un mec comme Sanson quand même, Sanson qui était, je rappelle, la première recrue de l'armade courte et sur qui on place beaucoup d'espoir, quoi. Alors, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave, j'assume. Pour cette saison et uniquement cette saison, j'accepte que la Coupe d'Europe soit un laboratoire d'expérience parce que je pense que l'effectif, il a tellement souffert, il a tellement été dispersé en début de saison avec tous les problèmes qu'on a connus, quoi.
Voilà, si ça peut permettre de faire concerner ceux qui jouent moins. Alors oui, cette année, j'accepte qu'il y ait 6 matchs qui nous permettent voilà, d'améliorer et de ramener tout le monde dans le même moule. Par contre, moi, je suis obligé de rajouter un match qui va être super important. Si la logique est malheureusement respectée contre Paris, il va falloir aller se relancer à l'extérieur dans un pseudo-match de gala avec le retour en terre Bielsa. Donc le match de Lille, il est super super important et j'y pense beaucoup plus que Guimarães. Moi, Guimarães, il faut faire tourner l'effectif, c'est évident. Je pense qu'on peut gagner 1-0 avec un mauvais contenu, mais ça on s'en foutra, on sera quand même content d'avoir 3 points. Mais on peut pas occulter Lille, surtout que c'est le match qui est censé nous faire rebondir après une certaine défaite annoncée contre Paris. Après, si on gagne contre Paris, là c'est grosse fiesta, mais ça serait con en plus d'aller faire un nul de relâchement ou même une défaite à Lille. Donc quoi qu'il arrive, le match de Lille, c'est pas contre Paris que tu vas aller chercher ton podium. C'est tous les autres matchs. Donc du coup, le match de Lille, il est plus important que celui de Paris pour moi. Ouais, et dernière question, pareil pour John, toi tu le vois comment? De toute façon, ça va tourner jeudi. Je suis quand même du même avis qu'FX. De toute façon, dans le même avis que tu as l'autorisation de faire tourner en Coupe d'Europe, mais quand tu vois le niveau des équipes, tu peux te permettre de tourner et de faire des essais de poste pour certains joueurs, quoi. De toute façon, t'as pas de grosses équipes. L'équipe turque, on a vu que c'était vraiment faible. Salzbourg, on s'est un peu fait avoir. Je pense plutôt que là, c'est le fait que les remplaçants n'ont pas réussi à montrer de la motivation. Jeudi, tu dois refaire tourner et les remplaçants doivent gagner parce que en face, c'est pas non plus une top équipe. C'est vraiment pas. On doit gagner, je vais pas dire facilement, mais tu dois gagner au moins 1-0 sans avoir peur, quoi. Ouais, René, vas-y, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, je voulais justement à John parce que je pense qu'il connaît un tout petit peu les Portugais. À Salzbourg, tu les mets largement en dessous niveau qualitatif ou pas? Je connais un petit peu, je vais pas dire je supporte, j'apprécie quoi, mais au-dessus, je dirais non en dessous quoi. C'est une équipe, alors comparé à l'année dernière, ils se sont affaiblis. Donc cette année, c'est vraiment des résultats en dents de scie, donc ils sont capables ils ont rencontré, pour vous donner une idée, voilà, ils ont rencontré des équipes de milieu de tableau, ils ont fait des résultats, mais contre le Sporting, ils se sont pris 5-0, quoi. Donc on va dire que le Sporting, c'est plus ou moins notre niveau, je vais pas nous... Voilà, quoi, Ils ont perdu récemment contre Braga aussi. voilà, donc c'est pas... ça peut faire des résultats, mais normalement, on doit gagner, même avec les remplaçants, quoi. Ouais, et tout simplement, là je vous affiche à l'écran les prochaines échéances jusqu'à Lille. Donc on joue dimanche 15 contre Strasbourg, et ensuite jusqu'au 29, on a quand même 4 matchs en 15 jours, ce qui est quand même beaucoup. J'ai 2 questions à vous poser, donc faut répondez-y en une phrase, vous n'avez pas besoin de s'étendre trop là-dessus, parce qu'on en a dit beaucoup. Premièrement, est-ce que vous pensez pas que l'Europa League peut aussi servir à tester de nouveaux systèmes? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, est-ce que ça va aussi nous préparer de jouer comme ça des rythmes très très courts, avoir la capacité de Garcia à gérer un groupe pour éventuellement une future qualification en Champions League? FX, je commence par toi. Nouveau système avec des joueurs remplaçants, essayer, ça n'a pas de sens. Oui et non, parce qu'après tu pourrais replacer des joueurs qui ont peut-être perdu leur place dans un système qui n'est plus le leur. Je pensais à Des Lopez, des choses comme ça. Et les titulaires qui vont bien, tu peux leur faire aussi un petit comment. Oui et non, parce que je pense aussi que il a peut-être pris la leçon d'avoir fait trop tourner contre Salzbourg, c'était pas bon, donc je pense qu'il y aurait quand même une bonne majorité des titulaires. Après, je ne sais pas. Et concernant la deuxième partie de question, est-ce que une petite réponse là-dessus? Répète-la moi, s'il te plaît. Alors la deuxième partie, c'est, je disais, on a 4 matchs en 15 jours. Est-ce qu'on va voir aussi la capacité de Garcia à gérer justement des échéances très très courtes et voir s'il est capable de faire jouer son équipe? Oui, on l'a tous défoncé après le match à Salzbourg et on l'a tous crié au génie après le match contre Nice. Donc
Donc, en tout cas, il le fait, lui. Donc, oui, pas de doute là-dessus. Oui, lui, il sait le faire, il le fera. Même question pour John, les deux là, si tu te souviens des questions. Alors, pour moi, il sait. Je répondrai tout de suite à la deuxième question parce que je m'en rappelle plus facilement que la première. C'est qu'il va savoir gérer son équipe, mais après, c'est aux remplaçants de montrer qu'ils ont envie de récupérer leur place. Parce que tu peux savoir gérer faire tourner, etc. Pour moi, l'équipe qu'on avait alignée contre Salzbourg, on aurait dû gagner le match. Il y a pas photo, c'est pas la faute à Garcia. Pour moi, c'est la faute aux remplaçants de pas avoir donné leur maximum, etc., d'avoir été efficace au Ah, bon tu penses moment. donc comme moi que parfois les joueurs ils ont aussi un rôle à jouer. Et voilà, pour moi, Souvent, souvent. c'est clair, c'est voilà. Ah, parce qu'on tape systématiquement sur Garcia quand il y a des contres. Non, pour moi, le match à Salzbourg, c'est entièrement les joueurs, c'est pas la faute à Garcia. Et je me souviens de ta première question. Non, moi, je resterai dans un 4-2-3-1 maintenant. C'est à ceux, on aura donné la chance à Lopez et bon, c'est eux qui sont visés, hein, bien sûr, hein, parce que c'est ceux qui ont perdu leur place. Tu vas donner leur chance dans un système où ils étaient plus ou moins, peut-être pas le mieux utilisés, mais où ils ont eu leur chance. Maintenant, à eux de récupérer leur place dans un autre système qui marche. Voilà. Bon, bah, dernière question pour clôturer avant de passer aux questions-réponses. Vas-y René, deux mêmes questions. Ouais, John et Fix ont résumé ma façon de penser, donc j'ai rien à rajouter. Est-ce que dans l'ensemble vous avez quelque chose à vouloir parler rapidement ou pas? On a très peu de temps. Ou c'est bon, on peut passer à la fin. Un petit mot sur le sponsor, on s'en tire pas trop mal, on n'a pas un juste gros après. carré. Ah Non. bah voilà. Eh ben on enchaîne là-dessus alors. Ah bah on enchaîne là-dessus. Alors c'est la partie. Hop, c'est la partie des questions-réponses, donc c'est votre partie. Est-ce que John, il y avait des questions sur le hashtag ou pas Rien du tout. Alors n'hésitez pas, si vous ceux qui sont dans le chat là, à poser directement vos questions dans le chat. On les lit, on y répond. Juste pour vous informer pendant ce temps que les questions arrivent ou n'arrivent pas d'ailleurs, je vous ai affiché à l'écran le nouveau partenariat sur les maillots avec Orange, donc avec les deux petites photos qui vont bien, qui prendront effet dès dimanche contre Strasbourg. Petit avis de l'équipe là-dessus, là, John, René, FX, un mot rapide sur ce sponsor là. Bah FX, vas-y, toi qui avais commencé. Oui, je dis qu'on s'en tire trop mal parce qu'on aurait pu avoir le gros cube orange, mais finalement on a juste voilà l'entête orange quoi, juste la marque écrite. On s'en tire pas trop mal, mais voilà, c'est encore du orange présent sur le maillot de l'OM. Ça fait je ne sais plus combien de fois maintenant. Et il y a encore un club de supporters, mine de rien, qui doivent être contents parce que ça leur fait une pub indirecte. Ouais, John, René, dessus, là, rapidement. Ouais, là, c'est le sponsor qui avait déjà son naming au niveau du stade. Maintenant, ils sont sur le maillot. J'avoue que j'attendais, je suis pas déçu parce que moi, tant qu'un sponsor qui ramène de l'argent, moi, ma foi, que Est-ce ce soit que c'est Orange pas ou un un autre, ça me dérange demi-échec pas. aussi? Si, j'allais y venir justement. Moi, il me semblait quand même dans mes souvenirs qu'il y a quelques semaines, mais dis-moi si je me trompe, hein, parce que ma mémoire est parfois défaillante, que Hero avait apparemment dit qu'il était carrément toute la saison sans sponsor, et ce, afin de vraiment trouver un énorme sponsor. Bon, Orange, c'est pas ça, c'est une énorme boîte, à mon avis, ça, il y a beaucoup de pognon, mais oui, à mon avis, ça s'est pas bousculé au portillon pour sponsoriser, ou alors ça s'est bousculé, mais la direction était peut-être un peu trop gourmande. Ils ont pas accepté plutôt une offre alors qu'ils n'avaient pas forcément lancé les négociations parce qu'en fait eux, ils étaient plus ou moins dans l'attente. Et est-ce que c'est pas une belle offre qui se refuse pas qui est tombée avant? Peut-être. Je pense pas, parce que quand tu vois les chiffres chiffres vont sortir dans pour le quelques temps, de naming... toute façon. Alors, je vais juste prendre les questions puisqu'ils viennent d'arriver. Zayk qui me dit combien Orange donne. Eh bien, tant qu'il n'y a pas le communiqué officiel, Zayk, puisque c'est plutôt des fuites qu'il y a eu sur internet jusqu'à maintenant, on ne saura pas dire les chiffres. Après, on peut se poser la question. Orange a donné, je crois, 5 ou 7 millions pour le naming, ce qui est quand même relativement peu. Je me demande si, je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas pris ce sponsor-là parce qu'on espérait mieux en prenant la politique de sans sponsor, mais au final, est-ce qu'on se rabat pas un petit peu sur, au final, Orange se propose, lâcher peut-être 2-3 millions. Il y a peut-être un package avec le naming
et le Peut-être. sponsor maillot qui fait que finalement, on peut-être pas plus mal que ça au niveau de la thune. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ça se trouve qu'il y avait déjà des discussions peut-être aussi à l'époque finalement et que c'est une vieille hache de guerre qui a Moi, été je crois Oui, ça. déchirée, oui. quoi. Moi, ça m'étonnerait pas. Alors, il y a la question de Batistuta 974, donc je crois que tu m'as dit que tu venais des Antilles, je sais plus où exactement. Vous pensez quoi de Mamadou Niang et Diawara à Consola? Donc, pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est Niang qui participe en tant que financièrement et Diawara en tant Entraîneur qu'entraîneur. adjoint. L'inverse, Non, l'inverse, c'est l'inverse, Ah, c'est l'inverse. l'inverse. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite phrase là-dessus, FX, faites dans l'ordre, René, John. Je trouve ça super sympa et ça prouve que ces mecs qui ont été champions de France avec nous portent la ville et la région dans le cœur. Donc il faut s'en féliciter, je pense, et je leur souhaite réussite. Ouais, pareil, René, toi, un petit Ouais, mot voilà, là-dessus. c'est pas mal. C'est un joli clin d'œil pour la région. Non, c'est bien. Ça pourra peut-être permettre des passerelles plus tard entre des joueurs. Ça peut être sympa. Ça peut être un beau clin d'œil à l'histoire. Donc, plutôt bien. Et je leur souhaite beaucoup de réussite d'ailleurs. Ok, bon, on va passer et je te poserai la question de John en premier parce que je pense que tu allais dire la même chose de toute façon. Oui. Doc Pepper, c'est une question de Doc Pepper. Donc, on parle d'un accord Arema-OM avec peut-être l'OM qui rachèterait les droits pour le stade, donc les droits d'exploitation d'Arema, hein, soyons précis, ou une entrée au capital. Quel serait le mieux pour vous? Donc, John, est-ce que tu penses c'est quoi le mieux, de racheter les droits d'exploitation? On se dirigerait donc vers un rachat total du stade, ce que clairement veut faire Frank McCourt pour donner de la plus-value au club, ou une entrée au capital de Arema, c'est ça? Bah, c'est un peu compliqué, moi je comprends pas tout leur micmac, etc. Donc dans l'ensemble, si on récupère le stade, c'est ça en fait que je comprends pas, c'est que c'est Arema qui... Le stade est à la mairie et c'est Arema qui En fait, gère le stade, voilà, c'est ça? t'as un compte. En fait, le stade appartient à la mairie, mais t'as ce qu'on appelle un contrat d'exploitation détenu par Arema, qui ensuite loue, si tu veux, négocie le tarif du stade avec l'OM directement. Ça serait D'accord. pour faire sauter entre guillemets un intermédiaire. Ok, d'accord. Arema, qui sont les constructeurs du stade, donc il y a une dette envers Marseille, envers Arema d'ailleurs. Voilà. Ok, d'accord. Bah oui, autant que le stade soit complètement à l'OM, C'est au fur et à ça mesure, serait hein. magnifique, hein. Je pense que Ouais. dès que Godin ne sera plus au pouvoir, je pense que ça va débloquer pas mal de choses. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus, FX, toi, sur ça, sur l'entrée au capital Amis marseillais, marseillaises, ne votez pas Godin aux prochaines élections Ouais, ça risque municipales. pas, il est trop vieux maintenant, il se présentera plus. Pouah, t'inquiète pas, on a vu avec Bouteflika. Non, plus sérieusement, l'option voilà, qui est le plus bénéfique à notre club. Ok, mais René, quelque chose à dire là-dessus ou pas? Non, parce que je maîtrise pas du tout le sujet, donc je vais m'abstenir. D'accord. Il y a Doc Pepper qui disait, je crois que JHU avait fixé à 9 millions le sponsoring. Moi, ça m'étonnerait énormément qu'Orange ait lâché 9 millions. Voilà. Parce Sachant que qu'ils ont... c'est. Parce que. Excuse. Vas-y, vas-y. Parce qu'il me semble que, alors, si je me souviens bien, j'avais tweeté que c'était Intersport qui donnait 5 millions par an. Donc 9 millions, c'est pratiquement le Donc double. on peut s'estimer que ce sera au-dessus de 5, donc peut-être 7, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, on va dire, ouais, je pense plutôt couper la poire en deux, plus faire Ça, du 7 que. ça ou c'est loupé, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être qu'ils ont loupé, ils attendaient autre chose de mieux, et faute de mieux, ils prennent peut-être 5 ou 6 ou 7, ou enfin je sais pas. Enfin après, dans tous les cas, c'est compliqué, on en saura plus, ça c'est que de la spéculation, on en saura plus très prochainement. Moi, ça m'étonnerait qu'un quelqu'un qui paye un naming de stade qui, pour moi, est quand même supérieur à avoir un logo sur un maillot, je sais pas. C'est pas dit. Ouais, je sais pas. Les Est-ce maillots, tu qu'il y les vends avec le sponsor dessus, hein. T'as a... beaucoup Ouais, de visibilité, hein. oui, ouais, c'est vrai, d'un côté c'est vrai aussi. On verra, bah, dans tous les cas, faut pas oublier aussi que Orange était très proche de signer avec Lyon pas mal d'accords et que ça n'a pas été fait parce que ça a été fait avec l'OM. Une petite victoire pour l'OM, ça c'est cool. Olas l'avait un petit peu mauvaise d'ailleurs. Bon bah En voilà. parlant d'Olas, but de Lyon, la toute dernière seconde, 3-2 pour Lyon. Bon, bah, voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, juste dernière question pour conclure ce petit talk allégé. Est-ce que vous pensez pas qu'il aurait mieux fallu que Monaco gagne? Parce que pour moi,
ils jouent pas encore dans la même cour que nous, et prendre 6 points d'avance sur Lyon en cas de victoire à Strasbourg pour avoir un droit à l'erreur contre le PSG. Pour moi, à cette partie-ci de l'année, non. Je trouve plutôt que le match nul aurait été top. Maintenant, victoire de Lyon, je regarde le classement en direct. Si on se plante pas contre Strasbourg, ben voilà, on sera troisième, ex aequo avec Monaco. Donc, je vois pas pourquoi on doit penser que, ouais, on a pris 6-1 contre Monaco, mais sur 38 journées, faut voir. Moi, je trouve que mathématiquement, c'est pas une mauvaise chose. Si on bat Strasbourg, on repasse devant Lyon, on aura 3 d'avance sur Lyon, on sera égalité avec Monaco. Donc, pour moi, c'est plutôt une belle opération. Ouais. John, pareil, même constat ou pas? Ouais, même constat que vraiment, la même chose. Ouais, s'il y a plus d'autres questions, en tout cas nous, on va vous souhaiter tous une bonne soirée. Donc retour Je de voudrais juste, football. Ouais, vas-y, René. je voudrais juste faire un petit clin d'œil au président de d'Amiens, lui faire un petit coucou ce soir. Oui, parce que je crois qu'ils sont décalés au Havre pour jouer, un truc comme ça. Oui, et puis l'ex-Tise a rendu son verdict et apparemment c'est une erreur De gestion. fixation au niveau de, non, une erreur de fixation au niveau de la barrière. Donc Ok. Bon, on va conclure là-dessus. ça lui apprendra à pas assumer. Et on vous remercie en tout cas de nous suivre, les fidèles en tout cas. Retour des vrais talks en clair dès le lundi. Donc on essaiera de lancer un petit sondage parce que nous de notre côté on se pose des questions quant aux horaires de diffusion. On prévoit de raccourcir la durée des talks à 1 heure au lieu d'être 1h30 et de faire le talk à 21h et non plus 21h30. Donc vous nous direz ce que vous en pensez sur un petit sondage Twitter, pourquoi pas avec le compte officiel. En tout cas, nous on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous dit à lundi en espérant une victoire de l'OM ce dimanche. Et le replay sera bientôt disponible sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut tout le monde.